Bonjour à tous, Benjamin. Et aujourd'hui, je vais parler d'un pont qui existe entre WhatsApp et les modèles de langage. Et donc, je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et pour commencer, un peu un descriptif du parcours. J'ai fait en 2023, donc il y a un an, une thèse à Amsterdam sur le design de langage de programmation et la vérification de programmes. Donc c'est tout un domaine mathématique appliqué. Et ensuite je suis venu à Rennes pour un post-doctorat. C'est plus sur des systèmes embarqués et la vérification de programmes à flot. Voilà, je peux parler de ça après, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, ce que je veux présenter, c'est le fait que j'essaie de monter une entreprise pour faire de la formation sur des technologies informatiques, formation en programmation, en intelligence artificielle, parce que dans une équipe, en entreprise, en général, il y a des profils qui sont habitués à l'informatique et d'autres profils qui n'ont pas eu cette formation-là. Et donc pour avoir une bonne communication, pour avoir une cohésion d'équipe, c'est bien que les deux arrivent à parler un peu la même langue. Donc c'est le but, l'objectif de cette entreprise. Et j'ai eu le plaisir en avril de rencontrer Céline, qui m'a permis de venir présenter ici un petit problème. Voilà. Oui, c'est un truc que je n'ai pas précisé, mais s'il y en a parmi vous qui ont des choses à présenter, des POC ou des choses comme ça, il ne faut pas hésiter via le Meetup, via LinkedIn, peu importe, à nous contacter. Alors, WhatsApp, c'est une application de communication. Un point positif, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui utilise WhatsApp, 2 milliards. Et il y a beaucoup de données aussi, parce qu'on génère du texte. Un point un peu moins positif, voire négatif, c'est propriétaire. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe derrière sur leur serveur. Et on est obligé de passer par leur interface pour interagir, pour créer des groupes ou faire des choses comme ça. Et pour créer des bots aussi, on est obligé de passer par leur interface. D'un autre côté, dans un autre monde, il y a les modèles de langage, les grands modèles de langage. Il y en a qui sont open source, comme si vous peut-être connaissez la plateforme Hugging Face. Et donc là, il y a une grande communauté qui développe des modèles alternatifs open source qui viennent concurrencer les mêmes, les grands modèles d'entreprise. Et donc ces modèles-là, ils peuvent faire des analyses sur du texte, générer du texte. Mais souvent, il faut avoir un peu d'expertise pour les prendre en main et les intégrer dans les produits. Donc ça, c'est un peu le point négatif. Et ils ont besoin de contexte pour qu'ils soient vraiment intéressants pour utiliser. Et donc, j'aimerais introduire un outil qui est assez récent, qui s'appelle Matrix. Et Matrix, ça va être un peu la clé pour pouvoir lier WhatsApp avec des modèles de langage. Et j'aimerais utiliser ce graphique pour représenter ce que Matrix fait. Donc là, à gauche, c'est un utilisateur. C'est pas un alien, c'est censé être... Un gars avec des cheveux. Voilà, je me suis dit... Voilà. Et il a un téléphone. Il peut envoyer un message sur WhatsApp. Et il peut envoyer un message sur WhatsApp. Et Matrix va permettre de créer un pont entre WhatsApp et un autre serveur, Synapse. En l'occurrence, c'est une implémentation de serveur Matrix. Et donc ce pont, ça va faire que chaque fois que j'envoie un message à WhatsApp, le message il est retransmis à ce serveur Matrix. L'avantage de ça, c'est que maintenant qu'il est sur ce serveur-là, on peut faire des analyses, on peut créer d'autres communications, et donc, par exemple, créer un bot qui va observer les messages qui arrivent, réagir et pouvoir
se brancher et faire plus de calculs. Un des avantages de Matrix, c'est qu'on peut configurer d'autres ponts. Et donc là, il y a WhatsApp, mais on pourrait très bien avoir un autre pont avec une autre application de communication comme Telegram, Signal, ou votre application préférée. Si elle n'est pas encore pontée, c'est possible qu'elle le soit bientôt. Et avoir un autre client, donc autre que WhatsApp, sur votre ordinateur, et pouvoir interagir avec ce serveur-là. Une seconde. Alors, j'ai triché un peu. Elle est enregistrée. Est-ce que c'est peut-être un peu petit, mais je vais parler sur la démo. À droite, là, c'est un WhatsApp qu'on a sur un téléphone. Ici, c'est l'interface client de Matrix. On peut créer des salons dans Matrix. Donc là, il y a un salon qui a été créé dans lequel on peut inviter des utilisateurs. On va commencer par inviter le bot WhatsApp. C'est celui qui va retransmettre les messages du salon à un serveur WhatsApp. Une fois que ce bot est invité, on a créé le pont. Donc, on va pouvoir faire des appels à l'API WhatsApp via ce bot. Notamment, on va créer un salon, on va créer un groupe WhatsApp, et là vous voyez à droite le groupe qui a été créé, qui n'était pas avant. Et on va se mettre en relais les messages qui sont envoyés dans ce groupe-là par des utilisateurs qui ne sont pas sur WhatsApp. Ils vont être retransmis directement au serveur WhatsApp. Ici, un autre outil, peut-être vous connaissez LM Studio. C'est un outil qui est assez intéressant parce qu'il est lié à QuickFace. On peut télécharger des modèles de QuickFace et donc les avoir en local, un modèle de langage, et faire des requêtes dessus. Donc c'est comme si vous avez votre chat GPT sur votre ordinateur qui tourne et vous n'avez même pas besoin de connexion internet. Donc ça. Le petit désavantage, c'est que ça chauffe. Voilà. Mais un bon point, c'est qu'on peut créer un serveur local. Donc ça, pourquoi c'est utile? On va avoir du coup une URL, on va avoir un point d'accès sur ce web-là, qui fait qu'on va pouvoir interagir avec lui via ce point d'accès. Voilà, maintenant, retour à WhatsApp, on envoie un message. Il se trouve que le bot, il va être déclenché avec un mot-clé, qui est Yo. Donc je dis Yo, quelle heure il est. Le message est envoyé à WhatsApp, qui est retransmis au serveur Synapse, qui déclenche le bot, qui envoie ça à cet environnement. Et lui, il prend la question et il commence à nominer son modèle et il génère donc là les mots, les uns après les autres, pour avoir une réponse qui est sensée sur quelle est l'heure. Bon, j'ai l'heure en haut à gauche de mon téléphone, mais on verra que la réponse n'est pas. Mais dans l'utilité, bon, on peut discuter ça comme ça. Voilà, donc il m'envoie qu'il est, il est quelle heure? Il est 23h01, il a 12 minutes d'avance. Bon, ça aurait pu être pire. Voilà, donc là je l'ai interpellé directement avec un mot-clé, mais je pouvais très bien envoyer des messages dans la discussion, par exemple dire ma couleur favorite c'est le bleu. Petit secret. Et ensuite, lui demander une question avec en tête ce contexte que j'ai mis. Donc la chose qui est assez intéressante de celui-là, c'est qu'on peut régler ou paramétrer le contexte, donc le nombre de messages qui vont être pris et qui vont être envoyés pour générer la réponse après. Ce qui fait que là, quand je dis quelle est ma couleur, quelle est la meilleure couleur, il mouline à
avec le message d'avant qui était ma couleur est bleue. Et donc il va générer une réponse typique des modèles de langage, qui est une réponse, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais en gros, il va dire que ma couleur préférée c'est bleu, mais on ne peut pas dire que c'est la meilleure couleur. Voilà. Voilà, donc il y a d'autres exemples où je peux lui demander, c'est pas la meilleure couleur, mais quelle est ma couleur favorite, et de répondre en rime. Donc pareil, il va mouliner et répondre un poème sur le fait que ma couleur préférée c'est bleu. Voilà. Donc on peut dans le contexte aussi dire d'arrêter maintenant de répondre en rime et de répondre simplement et je repose ma question favorite, quelle est l'heure, et il me la donne. Alors, le bot qui est à l'interface, qui fait ce lien, il est configurable aussi, donc il y a une interface pour ça. Et dans l'interface, on peut spécifier combien de messages on peut envoyer dans le contexte. Donc on peut changer la taille du nombre de messages, ce qui fait que ça chauffera un petit peu moins votre machine. Et on peut lui donner un contexte initial. Ce qui est utile, ça, c'est que vous voulez spécialiser la réponse directement et pas avoir à redonner le contexte toutes les fois. Par exemple, à le contexte initial, il y avait marqué « répond de façon concise » et on peut rajouter « avec une blague » à la fin. Voilà. Donc il va répondre de façon concise et il va donner ce qui lui semble être une blague. Ce qui est en général pas très rigolo. Donc là, ok, donc ça prend un peu de temps. Voilà. Vous voulez la blague? Pourquoi why don't scientists trust atoms? Because they make up everything. Voilà. Ça va. Donc, ça va. C'est politiquement correct. Ah, toujours. La petite démo. Quelques points pour terminer. L'avantage de prendre un pouce détour pour créer un bot sur un canal de communication, c'est que en découplant le bot de l'application, vous avez 3 bénéfices. Le premier, c'est que vous pouvez héberger vous-même les données qui vont être utilisées, donc sur votre serveur, sur un serveur d'entreprise. Le deuxième, c'est que vous pouvez changer le modèle qu'il y a derrière, le modèle de langage. Vous n'êtes pas dépendant d'un seul modèle, mais vous pouvez le configurer. Et le troisième, c'est que vous pouvez configurer votre bot comme vous voulez, avec plus ou moins de granularité. Un des points un peu un peu négatifs, c'est que ça consomme des ressources. Et il y a encore des questions de stabilité sur ce protocole Matrix qui est toujours un peu dur à prendre en main, à installer. Donc, voilà. Merci pour votre attention. Peut-être du temps pour des... Est-ce qu'il y a des questions T'as testé avec Olama aussi, à la place de LM Studio? Non. Je sais pas, je trouve ça cool, LM Studio, j'ai commencé à jouer avec, c'est vraiment bien pour démarrer assez facilement, même quand on n'a pas de grosse connaissance en IA générative, ça permet de jouer et de tester pas mal de modèles open source très facilement. C'est un peu mon cas. Je connais pas trop tous les détails, quoi, mais... Et ce que je trouve cool, c'est qu'une fois qu'on a joué en mode interface assez facile, etc., si on poussait plus loin et qu'on a un peu tech, on peut jouer avec les API directement parce qu'on a le serveur en local. Je trouve ça vraiment super. Tu peux me dire le nom de c'est Olama du coup? Olama, alors c'est pareil. C'est pas pareil, c'est pas une interface aussi visuelle, etc. C'est un peu différent. Mais le principe de base, c'est quand même globalement à peu près le même, c'est de faire tourner en local des modèles et d'exposer éventuellement aussi une API en face de ces modèles. Puis d'avoir une petite interface. Ouais, moi j'ai pas exactement compris
Merci d'abord pour la présentation, c'était cool. Ce que fait Synapse, c'est en fait une sorte d'API normalisée pour tous les. C'est un serveur, donc c'est une implémentation Matrix, c'est un protocole qui permet ce qu'on appelle fédérer des applications, des serveurs de communication. C'est-à-dire, tu communiques avec WhatsApp, je communique avec Telegram, il y a une incompatibilité, mais si on utilise un protocole tierce, on peut tous les deux communiquer avec ce protocole-là et avoir l'impression de communiquer, moi avec WhatsApp et toi avec un utilisateur Telegram. Donc c'est ça que ça résout, et du coup, tu implémentes un serveur où tu implémentes des ponts entre les applications de communication, et c'est ça que tu fais du coup dans Synapse. Ok, très bien, merci. Je fais juste une annonce. On a quelqu'un ici qui travaille chez Matrix. Si vous avez des questions, poussez ensuite sur Matrix pour aller voir cette personne. Cette je lui fais la pub. Voilà, c'est une parenthèse. C'est basé où, Matrix? C'est Angleterre et France. Ok. Il y a des bureaux à Rennes et à Londres, mais en fait c'est complètement décentralisé. Ok. C'est franco-britannique. D'accord. C'est à Rennes. C'est parti de Rennes. Ah ben, nouvelle intéressante. Il y avait d'autres questions par là? Ouais. Petite question juste, je me demandais, c'était quoi le modèle que tu utilisais? Mistral. C'est Mistral. C'est la machine. Ouais. C'est pour ça que c'est un peu long. Parce qu'en plus, il y a une capture vidéo avec OBS. Et mon ordi, je crois, n'a pas trop aimé. Sur un M1 Pro, ça tourne nickel, le Mistral dans cette version-là, en CP, ça tourne très bien, assez efficacement. Sur un vieux M1 Pro. Oui, c'est pas un petit non plus. Donc, je veux dire, c'est assez facilement accessible pour des machines moyennes. Oui. Ça tourne. Et pourquoi Mistral particulièrement? Parce que c'est gratuit. Français et open source. Ouais. Et pas dégueu en qualité en plus. Ouais, c'est assez bluffant quand même. J'ai pas fait d'études de ça, c'est accessible sur. Ouais. Et t'as du coup. Non, vas-y. En fait, la question que je me pose, moi, c'est pour le multimodal. En fait, sur WhatsApp, tu peux envoyer du son, des images, etc. Ouais. Ce serait top pour caler ça avec un modèle qui gère ça. Pour l'instant, Mistral, je ne sais pas. Je crois pas. Là, c'est simplement ça. Mais du coup, on n'a pas essayé non plus. Ouais. C'est une bonne question. Une autre question, Emmanuel? Est-ce qu'il y a un moyen simple que les LLM répondent à notre nom? Alors, il y a une configuration où le LLM va. Du coup, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais s'il y a plusieurs personnes dans le groupe, il va différencier quelle personne pose la question et répondre à la personne avec son nom. Maintenant, est-ce que le LLM peut répondre, au lieu d'avoir un bot, avoir son nom à soi? C'est ça? Il répond en mode boucle. Je reçois un message, Ouais. ça répond. Il gère ta vie, en J'imagine fait, tes conversations pour toi. Ah, c'est pas con comme applicatif. Les réponses automatiques, alors là, il va répondre la personne, par exemple, le bot, il va prendre ton numéro, il va répondre avec ton numéro, mais il va le préfixer avec le bot. C'est peut-être possible d'enlever le préfixe et du coup faire semblant que ce soit vraiment toi qui réponds. Mais du coup, faut faire gaffe, c'est parce que n'importe quoi. Il faut être prêt à assumer toutes les blagues. Du coup, les données, elles passent pas du tout par WhatsApp, par les serveurs de WhatsApp, c'est intercepté et c'est détourné. Ça passe par les serveurs WhatsApp, mais ça arrive aussi sur le serveur WhatsApp va toujours garder ces données. Sur WhatsApp, il nous dit que c'est chiffré de bout en bout. Comment ça... C'est chiffré de bout en bout de ce que je comprends, de chez toi jusqu'à leur serveur. Et après, dans leur serveur,
Du moins, ça utilise après mon compte WhatsApp, ce qui fait que ça doit utiliser aussi mes clés de chiffrement et ça doit pouvoir déchiffrer ces messages. Et quand on dit que c'est auto-hébergé, c'est hébergé une machine matrice. Les données qui sont échangées sont en termes de sécurité. Ouais. Et alors là, si on utilise WhatsApp, c'est pas top. Je pense en termes de données privées, parce qu'eux aussi vont pouvoir sauver les données. Mais il va y avoir d'autres applications. On peut directement communiquer avec des serveurs Matrix, Synapse, qui est un client. Et là, tout peut être auto-hébergé du coup. Et il n'y aura personne qui, en théorie, personne qui viendra au milieu de regarder ce qui se passe. Parce que Synapse, c'est Matrix, en fait. Alors, Matrix, c'est la grande idée, peut-être que on va en parler, mais moi ce que je comprends, c'est Matrix, c'est un protocole, donc c'est un standard. Et après, il y a des implémentations de ce protocole. Donc, c'est un peu comme si Matrix, c'est la théorie, et Synapse, c'est la pratique. Synapse, ça va être des gens qui ont travaillé pour comprendre mais qu'est-ce qu'ils voulaient dire dans la théorie Matrix, et ah oui, d'accord, c'est ça, et ils ont écrit une implémentation. Et donc ça veut dire que si quelqu'un veut implémenter le protocole Matrix, il peut utiliser Synapse comme une implémentation de référence file et communiquer avec ça. Ouais, juste rapidement, je veux dire, en fait, c'est l'équivalent du protocole mail, mais pour la messagerie instantanée. C'est-à-dire que moi, je suis chez Yahoo, vous êtes chez Google, je peux écrire un mail de Yahoo à Google et ça marche. Avant, ça ne marchait pas. Avant, le mail ne marchait que dans la boîte qu'on mettait. Et donc, Matrix propose le même niveau de protocole pour la messagerie instantanée. C'est que moi, si je mets mon serveur Synapse qui s'appelle Valère, on va me contacter avec la base Valère. Tout le monde peut mettre son serveur. Et ça fait comme une mail. Donc, on peut faire une messagerie instantanée. Et donc, c'est aussi chiffré pour tout. Donc, avec le double check, tout comme utilisé par Signal, WhatsApp. Telegram, c'est pas chiffré, et donc en fait, quand le cas du bridge de WhatsApp, je pense que celui-là, c'est un bridge un peu spécial. Il va décrypter, réencrypter pour passer les networks, et c'est un bridge qu'on poste soi-même. Mais il y a aussi une intégration native aussi grâce à l'Europe qui va forcer WhatsApp et tout le monde à ouvrir le réseau. Ce qui fait qu'on peut faire une intégration native pour aller via Matrix à WhatsApp. Bientôt. Comme l'USB-C pour l'électricité, quoi. Mais c'est vrai, enfin, vraiment ça va arriver ou c'est. Oui, ouais. c'est obligé, c'est faisable. D'accord. On travaille avec eux. Ok. Et WhatsApp ne fait pas payer la connexion vers Synapse Non, WhatsApp, je crois qu'on n'aurait pas besoin d'avoir un téléphone pour utiliser, juste un numéro de téléphone. Et c'est gratuit, parce qu'ils vont vous donner. C'est ça qui est intéressant, je pense. WhatsApp, c'est gratuit. On peut créer un compte gratuitement et après, eux, ils ont une API business, je crois. Je ne sais pas exactement ce que ça fait, mais là, il n'y a pas. Non, c'est pas. Oui. Tu as pensé un peu aux différents cas d'usage Je pense, alors, un des cas d'usage, pour moi, ce serait déjà avoir un bot qui soit contextualisé, spécifique sur un problème d'entreprise, par exemple, soit la relation client, c'est un peu difficile. Un bot qui soit capable d'interagir avec des documents qu'on lui met. Donc on lui envoie des documents, texte, et on lui demande des questions et on met une interaction comme ça. On peut réinitialiser, on peut affiner, spécifier. Après, je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a des cas d'utilisation, mais je ne dirais pas plus. C'est par rapport à la démo que nous avons fait tout à l'heure, par rapport au workflow de travail, c'est vers quelle partie où ça prenait plus de temps quand on voyait au niveau de la démo, ça prenait pas
même temps, c'est au niveau de la génération du contenu. Ah oui. Alors, c'est par rapport aux différentes API, aux communications API. Non, les API, c'est. En fait, elles ne sont pas à ce niveau-là. Non, c'est juste. Oui. Ok. Du coup, par rapport à ton cas d'usage que tu as énuméré tout à l'heure, ce sera peut-être intéressant de mettre un modèle type ou bien un modèle fine-tuné. Alors, tu peux prendre un modèle qui est standard, par exemple Mistral, et après le contextualiser, et donc avoir. Et ça, tu peux le faire justement en l'initialisant. Et après, il y a plein d'autres méthodes. Je ne veux pas déclarer expert là-dessus, mais il y a plein de façons de jouer là-dessus, sur le contexte. Voilà. Oui, là, tu peux imaginer par exemple l'implémentation d'un RAG avec une base de données sur, je sais pas, les fiches de paie des employés, et derrière la RH qui envoie un WhatsApp, ça va avoir une moyenne sur les ouais, comme ça, tu peux voir la fiche de paie de tout. C'est pas sympa. Ok, on va passer à l'intervention de Guillaume, si on veut avoir le temps de prendre l'apéro après. Chacun ses priorités. Tu peux en prendre des photos ouais. Moi non, mais les autres vont en prendre, sans problème. Bonjour à tous, merci déjà de m'accueillir à Rennes. Je suis de Nantes, donc je suis presque un non, en tout cas, c'est plaisant d'aller un peu sortir un peu de Paris pour discuter de ces sujets-là, c'est vraiment cool. Un peu moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de répondre à un paradoxe que moi, qui me travaille un peu, c'est que souvent, quand les gens utilisent ChatGPT, et moi le premier, qui utilise un LLM pour la première fois, ils ont l'impression que c'est vraiment magique, quoi. Il y a des choses vraiment incroyables qui en sortent, ça fait vraiment des trucs qui sont assez bluffants. Et ensuite, quand on cherche un peu dans notre vie quotidienne, les produits ou les logiciels qui vraiment utilisent ces LLM pour de vrai, ces gros modèles pour de vrai, pour l'instant, on n'en voit pas tant que ça. Il y en a un peu, il y a des premiers cas d'usage, il y a des premières boîtes qui font ça. Et malgré tout, c'est pas encore partout dans notre vie quotidienne. Et c'est un peu un paradoxe, parce que si c'est aussi efficace, si c'est aussi intelligent, si ça marche aussi bien, pourquoi on ne se trouve pas encore partout? Je vais essayer de montrer concrètement le genre de raisons pour lesquelles ça arrive, parce que nous, chez Explain, on a essayé d'utiliser ces vrais LLM pour un vrai cas d'usage dans un vrai logiciel. Et évidemment, on a rencontré plein de problèmes, plein de difficultés. Et l'idée de cette présentation, c'est que je vous en présente une partie et que vous raconte un peu quels sont concrètement le genre d'obstacles qu'on rencontre quand on veut utiliser un large langage modèle dans un produit en production. Alors d'abord, quelques mots pour les quelques-uns ici qui peut-être ne connaîtraient pas Explain. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est construire la plateforme d'automatisation pour la réponse au marché public. Donc les marchés publics, c'est quoi? C'est quand une collectivité, une ville, une région veut construire un pont, veut construire un hôpital, veut gérer ses déchets. En fait, elle ne le fait pas elle-même. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle ouvre un marché et elle demande à des entreprises d'y répondre pour faire ça pour elle. Donc il y a des entreprises qui candidatent à ces marchés, qui disent moi je pourrais construire un pont, je pourrais construire cet hôpital. Et voilà, et à la fin, la collectivité elle choisit quelle entreprise va faire ça. Et ce process, c'est un process qui est utilisé à plein d'endroits différents, dans plein de cas différents.
Donc, je vous ai cité les exemples du BTP, mais c'est beaucoup vrai pour les sujets de gestion de l'eau, pour les sujets d'énergie renouvelable, quand on installe des panneaux solaires, ce genre de choses. C'est vraiment un process qui est utilisé très très souvent et il y a beaucoup d'entreprises qui répondent à ce genre de marché. Nous, on a estimé que c'est 12% du PIB mondial, donc c'est pas qu'en France, c'est beaucoup, un très très gros marché. Mais le problème, c'est que c'est une tâche qui est extrêmement pénible. Répondre à ces marchés publics, c'est une tâche qui est extrêmement pénible, difficile et qui prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que comme les collectivités, elles ont un peu un devoir de transparence, la manière dont elles communiquent, c'est en écrivant plein de choses et en décrivant de manière très précise et très détaillée ce qu'elles veulent, ce qui est bien. Et ensuite, pour les entreprises qui veulent répondre à ces marchés publics, il faut encore rédiger des choses, décrire la proposition qu'on va faire, rédiger une proposition très détaillée sur plein d'aspects différents pour répondre à chaque point des charges. Et ça, c'est un process qui est très long, qui prend beaucoup de temps, qui est très coûteux pour les entreprises, qui mettent beaucoup de ressources. Et voilà. Et ça, c'est un pain point important. Et donc, nous, ce qu'on se dit, c'est que, comme là-dedans, c'est beaucoup de texte qui est écrit, c'est beaucoup de texte à la fois à lire et à la fois à rédiger, c'est un peu un cas d'usage qui semble fait pour les LLM. Les LLM, on sait qu'ils sont très bons pour lire des textes, on sait qu'ils sont bons aussi pour rédiger des textes. Bon, là, on a un peu l'impression d'être sur un cas où il y a à la fois beaucoup de lecture à faire, beaucoup d'écriture à faire, c'est des tâches qui sont relativement répétitives, avec de la valeur ajoutée, mais pas toujours, parfois des choses qui doivent être refaites plusieurs fois. Et nous, notre idée, c'est de se dire, là-dedans, il y a plein de sous-tâches de ce process de réponse aux appels d'offres qui peuvent être automatisées, ou en tout cas qui peuvent être facilitées grâce à l'intelligence artificielle, et plus spécifiquement grâce au LLM. Alors concrètement, comment ça se passe quand une boîte elle veut répondre aux appels d'offres? Elle a plusieurs filiales. Évidemment, c'est plusieurs étapes différentes. D'abord, la première étape, c'est qu'elle doit identifier les appels d'offres qui sont pertinents pour elle. Vous êtes une boîte qui fait des éclairages de l'éclairage public. Vous devez identifier toutes les collectivités en France qui passent un marché d'éclairage public. Ça, c'est un premier truc qui est relativement long. Ensuite, une fois que vous avez identifié un marché qui vous semble être le bon marché auquel vous allez vouloir vous intéresser, là, vous rentrez dans une phase où vous allez un peu vous renseigner de manière plus détaillée sur le marché, vous allez lire le cahier des charges, vous demandez si c'est vraiment un marché pour vous, est-ce que les caractéristiques de ce marché, elles correspondent vraiment à ce que vous faites. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, là, vous rentrez dans un cycle encore plus long et encore plus difficile qui consiste à rédiger la réponse, faire en sorte d'être choisi par la collectivité pour réaliser ses éclairages publics. Voilà, donc nous, un peu notre ambition, c'est qu'on va prendre tout ce qu'il y a là-dedans, toutes ces différentes tâches, qui sont constituées évidemment de plein de sous-tâches, et on va essayer d'automatiser le plus possible ça pour faciliter la vie des boîtes qui font ça. Et aujourd'hui, moi je vais me concentrer sur une phase particulière de ce process qui est décider si on doit répondre ou non à un marché. Donc ce que les boîtes appellent en général un go no go, elles lisent le cahier des charges et elles se demandent si oui ou non elles vont se lancer dans un process coûteux de réponse. Voilà. Alors comment elles font les boîtes aujourd'hui quand elles vont faire ça? La première chose c'est elles ont identifié un marché, donc là voilà, vous êtes une boîte qui fait des éclairages publics et vous voyez que la commune de Cabourg, elle a décidé de refaire son système d'éclairage public. Elle doit mettre elle fait un peu tout, les installations sportives, les signalisations tricolores, etc. Donc il y a beaucoup de choses dans ce marché. Et vous avez l'impression que vous faites des éclairages publics. Potentiellement, c'est un marché auquel vous allez avoir intérêt. Donc là, ce que vous faites à ce moment-là, c'est de télécharger un document qui est le cahier des charges. Et en fait, ce cahier des charges, c'est un document c'est pas un document, c'est plein de documents différents. C'est entre une dizaine et parfois une centaine de documents un peu de toutes sortes qui détaillent de manière très très précise ce qu'il y a dans ce marché, quelles sont les caractéristiques du terrain, combien il y a d'ampoules à mettre, voilà, vraiment dans le détail de manière très précise ce qu'il y a à faire pour ce marché public. Donc là vous voyez déjà, on sent bien que là ça devient tout de suite une tâche un peu plus lourde, parce qu'il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup d'informations, et là
voilà, on rentre dans le dur, quoi. Il faut aller se renseigner d'un peu plus dans le détail pour comprendre de quoi il retourne. Et donc là, ce que vous allez faire ensuite, vous allez prendre un certain nombre de critères que vous avez en tête pour décider si vous allez répondre à ce marché. Et vous allez parcourir les documents pour répondre à cette question, est-ce que oui ou non je me lance, est-ce que je réponds à ce marché. Et donc le genre de questions que vous posez, c'est quel est le montant du marché, est-ce que c'est un marché qui a un montant qui correspond à ma boîte, est-ce que c'est pas un marché qui est trop petit ou trop gros en fonction de qui vous êtes, quels sont les critères qui vont décider de l'attribution du marché, est-ce que c'est plutôt sur le prix que vous allez juger, c'est plutôt sur la qualité, l'environnement, parce que évidemment en fonction de qui vous êtes, vous avez différentes caractéristiques de produits par exemple. Peut-être vous faites des éclairages basse consommation, et donc l'environnement est un critère important. Et puis ensuite il y a tout un tas d'autres critères un peu administratifs, est-ce que c'est divisé en plusieurs lots, est-ce que vous devez faire des visites, etc. Et donc ça, vous prenez ces différents critères un à un, et vous allez ouvrir le cahier des charges, ouvrir un document, et aller chercher la réponse à chacun de ces critères, et puis remplir une grille qui à la fin va donner une sorte de score à votre marché pour dire oui, c'est bon, j'y vais, ou alors non, là désolé, le montant est trop élevé, c'est pas un marché pour moi, et vous y allez pas. Voilà, et tout ce process, ça prend du temps, c'est globalement assez laborieux parce que comme vous avez vu, il y a beaucoup de documents à regarder, et donc c'est un processus qui coûte. Et nous, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'automatiser ça. Et je vais vous faire une petite démo de comment ça marche, donc sur ce fameux marché du Cameroun. Donc, voilà, notre logiciel c'est ça, donc vous avez une liste de marchés qui sont tous les marchés d'éclairage. Vous voyez, donc là je triche un peu, il est déjà ouvert, hop, Cabourg, il y a des travaux d'installation d'éclairage public. Et là vous ouvrez votre marché, donc vous avez votre cahier des charges avec tous les différents documents qui sont déjà ici. Et là, ce qu'on a fait, c'est que grâce à un LLM, on a rempli chacun des critères qui vont vous permettre de décider. Donc là, vous avez le montant a été trouvé dans le marché. Donc voilà, on a identifié l'endroit où il y avait le montant et puis on a rempli la grille. La durée du marché a été aussi trouvée, les critères d'évaluation. Il y a quelques critères qu'on n'a pas trouvés. Et voilà, un peu globalement, l'idée générale, c'est ça, c'est que vous avez une liste de critères sur lesquels vous allez baser votre décision. Et nous, cette liste de critères, on vous la remplit automatiquement pour vous faciliter la vie, quoi. Que vous n'ayez pas à vous balucher donc là, il y a tous ces documents-là, et pas à les lire un par un pour aller trouver la réponse à chacune de ces questions. Voilà, donc ça, c'est un peu l'idée générale du produit. Donc là, je vous ai montré un exemple où ça marche bien, mais évidemment, c'est pas toujours le cas. Et je vais essayer de vous expliquer maintenant quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées quand on a dû développer cette fonction. Alors d'abord, je voulais faire un petit rappel sur ce que c'est qu'un RAG. Peut-être que vous n'avez pas tous en tête ce que ça veut dire RAG. C'est Retrieval Augmented Generation. Et l'idée un peu générale du RAG, c'est que donc, les LLM, ils sont capables de parler, de répondre à des questions, d'avoir un dialogue, comme nous a montré dans la présentation précédente. Et parfois, c'est utile de leur poser des questions par rapport à un contexte qui peut les intéresser, par rapport à un contexte. Un exemple qu'on pourrait avoir, c'est vous voulez une info sur quelqu'un de très célèbre. Peut-être que c'est utile de donner au LLM un extrait de Wikipédia qui parle de cette personne très célèbre pour répondre à cette question. Et donc, pour faire ça, ce que vous faites, c'est vous avez un process où vous allez d'abord retrouver la page Wikipédia de la personne sur laquelle vous souhaitez avoir des informations. Vous allez donner ça en contexte au LLM et ensuite vous allez dire, compte tenu de ce contexte, est-ce que tu peux me dire en quelle année il est né ou quel est son métier. Donc ça, c'est un peu l'idée générale du RAG, c'est plutôt que de laisser le LLM faire appel à sa base d'entraînement général qu'il a vu pendant son entraînement, son pre-training, son entraînement du début, on lui donne du contexte supplémentaire pour l'aider à répondre à une question spécifique par rapport à un contexte. Ça, c'est l'idée. Et donc, comment ça se passe concrètement de manière technique? Donc, c'est toujours un peu le même système, les systèmes de RAG. C'est toujours un peu cette architecture-là. Donc là, vous avez une query, donc qui est la question que vous allez poser. Vous avez en face
un ensemble de documents qui sont la base de données que vous allez vouloir interroger pour répondre à la question. Donc pour nous, ça va être notre cahier des charges. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez transformer cette question en un vecteur. Donc, on reviendra un peu plus sur ce que ça veut dire concrètement. Vous allez aussi transformer cette base de documents en plein de petits morceaux que vous allez transformer en vecteurs aussi. Et vous allez avoir une première étape qui va être ce qu'on appelle le retrieval. Vous allez chercher, grâce au vecteur de la question et au vecteur des différents morceaux des documents, ceux qui ont le plus de chances de répondre à la question que vous avez posée. Et ça va vous donner donc en sortie un certain nombre d'extraits de documents qui ont de bonnes chances d'aider votre LLM à répondre à la question. Et donc c'est ce qui est en sortie ici. Et ensuite, vous allez passer tout ça au LLM dans son contexte en lui disant voilà un contexte, vous avez 10 extraits de documents. Voilà une question, est-ce que tu peux répondre à cette question compte tenu de ce contexte? Et un peu l'idée, c'est que grâce au contexte que vous lui passez à la question, il répond de manière fiable à la question posée. Voilà. Alors le problème, c'est que ça a l'air facile comme ça, mais en fait, quand on doit faire ça pour de vrai, il y a plein d'interrogations, de choix de design qui doivent être faits et qui ne sont pas du tout triviaux. Enfin, certains sont triviaux, mais d'autres ne le sont pas du tout. Et donc à plein d'endroits différents, il y a des décisions à prendre. Donc, je ne vais pas toutes les mentionner, mais par exemple, il faut choisir, on a parlé de base de vecteurs tout à l'heure, il faut choisir quelle base de données vous allez utiliser pour stocker vos vecteurs, quel modèle vous avez utilisé pour transformer votre texte en vecteur, quel LLM vous allez choisir pour faire la génération. Bref, il y a plein d'étapes différentes, plein d'incertitudes, de choix, de questions de design à faire à ce moment-là. Et donc, autant c'est facile d'avoir un truc qui marche un peu comme ça sur un POC, sur une petite démo comme ça, autant quand il s'agit de faire ça pour de vrai en production, là, tout à coup, toutes ces questions, il faut essayer de les résoudre, trouver une manière de faire en sorte de prendre les meilleures décisions pour chacune de ces questions. Évidemment, tout ça, c'est des choix qui sont importants et qui déterminent de manière assez fondamentale les performances finales de votre application. Et ce que je vais faire là, du coup, c'est prendre quelques-unes de ces questions et vous expliquer comment on a pris les décisions sur ces questions spécifiques qui me semblaient être, pour nous, les plus dimensionnantes. Et voilà, c'est ces 4 questions auxquelles je vais répondre. Enfin, c'est sur ces 4 choix de design que je vais essayer de vous expliquer, comment on les a fait chez nous et pourquoi. Alors, une première choix de design qu'on a fait dans le design de cette fonctionnalité, l'implémentation de cette fonctionnalité que je vous ai montré juste avant, c'est comment on va afficher la réponse. Donc ça paraît un peu trivial comme ça, mais en fait, il y a pas mal de choix qu'il faut faire derrière ça, des choix qui sont plutôt des choix en fait, de produits UX, et qui sont des choix assez importants ensuite sur votre application et sur comment votre application va être utilisée et quelle est la confiance que les utilisateurs vont lui accorder. Donc, pour rappeler un peu le principe, donc nous, notre idée c'est, on a une liste de questions, donc des questions que vous avez déjà vues, est-ce que le marché est divisé en lots, quel est le montant du marché, etc. Quels sont les délais. On a les documents qui permettent de répondre à ces questions. Et un peu la question de design qu'on s'est posée, c'est maintenant, comment on affiche les réponses une fois qu'on les a. Et donc le premier truc qu'on s'est dit, c'est en fait, on va juste mettre la grille, la donner aux utilisateurs, et puis voilà, ils auront leur grille qui est déjà remplie. Ça sera super parce qu'ils arriveront, ils n'auront même pas besoin d'ouvrir le cahier des charges. Ils verront tout de suite les réponses, et comme c'est les questions qui sont importantes pour eux, ils pourront tout de suite décider que oui, c'est bon, c'est un marché pour eux, ou alors non, c'est pas un marché pour eux, et du coup, ils ne vont pas y répondre. Mais en fait, ça marche pas, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, en fait, les LLM, comme on sait, ils sont très forts, mais parfois ils font des erreurs. Et si vous donnez aucun moyen à l'utilisateur de vérifier que la réponse que le LLM a donnée, elle est correcte, en fait ça va marcher un peu, et puis un jour l'utilisateur il va tomber sur une réponse, et puis il va se rendre compte après que non, en fait c'était pas la bonne réponse, et ensuite ça y est, il résilie son abonnement, vous avez perdu l'utilisateur. Et même si ça n'arrive pas souvent, si votre produit il est dans un processus critique, comme pour nous, c'est des choix importants pour une boîte, est-ce qu'elle va répondre à un appel d'offres ou pas,
en fait, le coût de l'erreur est extrêmement élevé. Et le coût de ne pas s'en rendre compte, de s'en rendre compte trop tard, est vraiment incroyablement élevé. Donc on n'a pas le droit en fait de se tromper sans que l'utilisateur s'en rende compte et de s'en rendre compte trop tard. Ça c'est une première raison, qui est la raison la plus importante. En fait, en fonction du coût de l'erreur que vous avez dans votre application, vous êtes obligé d'assurer la vérifiabilité de votre information. Et la deuxième raison, qui est aussi une raison en fait assez importante, c'est que en fait, les utilisateurs ne sont pas toujours prêts à accepter une information complètement décontextualisée comme ça. Et ils ont besoin un peu de savoir ce qu'il y a autour de la réponse que vous leur faites. Donc, un exemple typique, c'est on vous donne les critères d'évaluation du marché là-dedans. Bon, vous savez que c'est 50% sur le technique, 45% sur le prix, mais bon, une fois que vous avez ça, vous avez quand même envie d'en savoir un peu plus sur ce que ça veut dire concrètement. Est-ce qu'il y a des détails supplémentaires directement qui sont écrits dans le DCE? Donc vous avez besoin de creuser un peu cette information. Donc le choix qu'on a fait, en fait, il n'est pas, c'est pas un truc incroyable, hein, mais ça nous a semblé vraiment important de garder le lien immédiat entre la réponse que fait le LLM et l'extrait qui lui a servi à faire cette réponse. Voilà. Et ça, c'est un peu, techniquement, c'est un peu délicat parce que les LLM, ils sont pas naturellement, ils vont pas, si on leur demande pas, ils citent pas leur source, quoi. Donc il faut trouver une manière de faire en sorte qu'on soit sûr qu'il y a bien la source que le LLM a basé sa réponse sur là-dessus. Juste une petite remarque. Quand tu faisais ta requête pour le LLM, tu as mis plusieurs bouts de documents. Tu peux lui demander explicitement de te dire quel est le bout qu'il va utiliser, il peut te répondre. Il peut se tromper aussi dans cette phase-là, quand tu dis quelle était sa source. Donc là, tu pourras avoir une réponse, une réponse étiquette, on va dire, et un lien vers un bout de document qui n'a aucun rapport. Et là, ça reste un peu frustrant pour le... Ouais, complètement. Donc ça arrive, mais ça arrive relativement rarement. Et ça arrive suffisamment rarement pour que aussi quand ça arrive, l'utilisateur il scrolle un peu, il est un peu saoulé, mais bon, il va quand même aller vérifier, il trouve que dans le même document, il y a quand même un truc qui parle un peu de ça. Donc c'est pas, c'est un problème moins grave que si il avait dû cliquer sur la réponse, il avait vu une réponse, et puis ensuite il avait dû ouvrir le PDF, trouver le bon document, chercher dans le PDF. Donc là, en fait, un peu comme on lui a accordé, on lui a mis le PDF juste à côté, c'est un peu plus facile, l'accès à l'information est un peu plus facile, et donc ça lui fait perdre un peu moins de temps et de confiance. Donc, je ne dis pas que c'est la solution parfaite, mais en tout cas, c'est un problème moins grave que de ne pas avoir sourcé l'information. Et Guillaume, vous avez pu évaluer justement un genre de taux de réponse correcte Ouais, complètement. Donc, on a fait des benchmarks sur les différentes questions. Donc, évidemment, c'est très dépendant de la question, et c'est dépendant aussi de comment la question est. Est-ce qu'elle est difficile ou pas? Il y a des questions qui sont très faciles parce qu'elles sont très précises et c'est assez évident en fait qu'il y a une réponse précise qui existe dans le document, si elle existe. Mais il y a d'autres questions qui sont plus floues où il y a plusieurs réponses possibles. Et donc globalement, il y a une partie des questions sur lesquelles on est à plus de 90% de bonnes réponses. Et il y a une partie des questions où on est plutôt autour de 80%, où des fois ils ne trouvent pas vraiment la réponse, alors ils donnent un truc qui est faux, pas qui est faux, mais qui ne répond pas vraiment à la question, et au lieu de dire qu'il n'a pas trouvé l'information. Et donc là, dans ces cas-là, c'est important de pouvoir sourcer l'information pour qu'on lui montre que, en effet, la réponse est un peu à côté de la plaque, c'est pas exactement ça. Malgré tout, il n'a pas quand même dit n'importe quoi, et dans le document, on parle quand même de montant, par exemple. Donc, les questions, elles sont custom pour les clients ou c'est standard pour tous? Ouais, pour l'instant, elles sont standards. Okay. Et là, on est en train d'ajouter des questions custom, parce qu'il y a en effet certains secteurs qui ont leurs propres questions précises et qui donc, ont besoin d'avoir des questions plus spécifiques à leur secteur. Ouais. Mais vous ne double-checkez pas ensuite son lien qui fait entre le document et la réponse? Donc, ce qu'on vérifie, c'est que le lien qu'il donne est bien un extrait réel et que c'est bien un extrait qu'on lui a passé dans le contexte. Mais en effet, après, on ne redemande pas est-ce que tu as bien basé ta réponse sur l'extrait que tu as donné. Une raison pour laquelle aussi c'est assez rare qu'ils se trompent, c'est que dans beaucoup de questions, on lui demande de faire une citation directement du passage, plutôt que de reformuler un truc. Et donc, quand on lui demande une citation, en fait,
c'est une tâche plus facile que de devoir raisonner et reformuler quelque chose. Et donc, ils se trompent un peu moins pour la citation, enfin pour le cas de... Pour donner sa source que si on devait lui demander un raisonnement sur plusieurs extraits. Globalement, ce problème de lien entre la citation et la réponse, c'est un problème qui est relativement faible par rapport au cas où juste il ne trouve pas la réponse. Oui, étant donné le coût que ça peut avoir derrière, que tu rappelles tout à l'heure. Ouais. Non, mais encore une fois tant que la réponse est correcte, ou que c'est facile de se rendre compte que la réponse est sur un... Enfin, n'est pas exactement de l'extrait, mais elle existe quelque part, on est relativement safe parce que les clients acceptent que dans cette grille, il y a parfois des informations qui soient un peu à côté. J'avais une question. Vous parliez de benchmark, sur un ensemble de documents et des questions-réponses pour évaluer les références. Je me demandais, ce benchmark, vous l'avez construit entièrement humainement et vous l'avez utilisé. Ouais, je vais y venir juste après. Est-ce qu'il se trompe plus ou moins que l'homme qui faisait ça avant? Je dirais qu'il se trompe quand même plus. La raison, c'est que les hommes, ils y passent beaucoup plus de temps. Donc nous on ne dit pas, c'est aussi la raison de cette UX, hein. On ne dit pas, allez, let's go, vous avez votre grille, vous n'intervenez plus jamais, vous faites confiance, vous prenez votre décision là-dessus. On dit plutôt, ok, vous avez votre grille qui est pré-remplie, maintenant allez checker chacune des réponses pour être sûr que c'est ok, cliquez dessus, allez voir. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure qu'il y a certaines questions qui marchent tout le temps, d'autres qui marchent un peu moins bien, vous allez avoir un peu plus confiance sur certaines que sur d'autres. Et donc, la manière dont on reste assez modeste dans la manière dont on le pousse auprès des utilisateurs. On leur dit pas, allez, c'est bon, votre problème est fini, vous n'avez plus besoin de vous occuper de ça, vous avez juste à suivre le LLM et aveuglément. On le pousse plutôt comme un truc où vous avez un truc pré-rempli, ça vous aide à répondre à certaines questions qui vous auraient pris bêtement une minute ou deux si vous aviez dû, vous tout seul, ouvrir le PDF, naviguer dedans. Et après, vous avez quand même, on vous donne quand même les outils pour vous assurer que les réponses qui sont données sont bonnes. Est-ce que tu aurais intérêt à poser la question de différentes manières, justement pour checker si la réponse est toujours identique et réduire ton échec du coup au fur et à mesure? Donc nous, on essaye on a passé pas mal de temps à optimiser la manière dont on pose la question pour essayer de trouver les formulations qui permettent d'obtenir la meilleure réponse. Donc on ne pense pas qu'il y a plein de manières différentes et il faut choisir celle qui est bonne. On pense plutôt qu'il y a parfois une manière, pour certaines questions, une manière assez subtile de choisir, de poser la question, parce que c'est des documents qui sont assez techniques, qui ont des vocabulaires précis. Et donc il faut itérer un peu sur la manière dont on formule la question pour s'assurer que la réponse correspond au domaine du document, plutôt que d'avoir plusieurs formulations. Il y a une question là depuis très longtemps. On va y arriver. Peut-être faire des questions à la fin et te laisser finir. Quand on est sur la slide, là, sur cette slide-là, on a un élément d'information non trouvé. Ouais. Alors bon, intervenant, est-ce que c'est les points de contact au point du DCE habituellement? Donc là, c'est quelque chose qui est obligatoire dans un DCE où effectivement l'administration doit dire voilà où est-ce que vous devez envoyer les questions, qui est effectivement un des points classiques. Donc qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas trouvé cette information-là qui semble... Donc là, cette question n'est peut-être pas formulée incroyablement, mais intervenant, c'est pas les points de contact, il y a une autre question de contact. Intervenant, c'est maîtrise d'ouvrage, c'est les gens qui, je connais rien, mais maîtrise d'ouvrage, c'est le mot que je me rappelle. Et donc là, c'est plausible qu'il n'ait pas trouvé. Mais en effet, donc ça arrive qu'il ne trouve pas. Et dans ce cas-là, là encore, on reste relativement modeste. On n'affirme pas que l'information s'y trouve pas, on dit juste, voilà, là on n'a pas trouvé la réponse, donc complète un peu toi-même ou cherche un peu par toi-même. C'est un peu ça notre idée. Malgré tout, c'est quand même assez rare que des informations non trouvées et que par ailleurs, en tout cas c'est rarement de la faute du pipeline de traitement et du pipeline de RAG si on arrive à cette situation. Je continue et si vous avez des questions, on les prendra plus tard. Alors,
Maintenant, on avait cette interrogation tout à l'heure. Comment on choisit le modèle qui sert à faire tout ça? Donc évidemment, c'est une question importante ouais, je vais essayer de vous expliquer un peu nous le raisonnement qu'on fait. Donc, moi j'aime bien un peu diviser les modèles en grandes catégories parce que maintenant on a tout un bestiaire de modèles de toutes sortes, de plein de fournisseurs différents. Et en fait, ces modèles, ils ne sont pas tous égaux, il y a plein de. Ils ont certains avantages, certains inconvénients. Et moi, un peu la manière dont j'essaye de diviser grossièrement ces modèles, c'est de dire qu'il y a 3 catégories. Il y a un peu les modèles à l'état de l'art, les plus gros, les plus capables, qui sont typiquement GPT-4, mais le Mistral large aussi, puis il y a maintenant Claude, le plus gros corpus, c'est ça, qui est le plus gros. Et donc eux, c'est un peu les modèles qui sont très intelligents, mais ils ont un inconvénient, c'est que déjà, ils ont deux inconvénients, ils coûtent cher, et par ailleurs, ils ont des temps de latence qui sont relativement importants. Parce qu'en fait, quand on construit un produit, on n'est pas intéressé que par la qualité de la réponse, on est aussi intéressé par le fait que la réponse ne prenne pas trop de temps à être rédigée. Et c'est notamment le cas pour nous, parce que nous, nos clients, ils n'ont pas envie non plus de passer des plombes à attendre que la grille d'analyse soit générée. Ils ont envie que ça aille relativement vite, qu'ils puissent un peu faire leur flux de travail de manière efficace, en prenant un premier appel d'offres, en le regardant, en passant au suivant, etc. Et si à chaque fois, vous devez attendre 5 minutes que toutes les réponses soient générées, ça marche pas. Donc, les gros modèles ils ont cet avantage d'être très performants, mais évidemment, ils sont plus coûteux et moins rapides. Ensuite, on a les tout petits modèles, je vais tout de suite à la catégorie en bas à droite, qui sont là, pour le coup, des modèles type Mistral 7 milliards, type Llama 3 7 milliards, qui sont des modèles qui, pour le coup, sont beaucoup plus petits, sont aussi intelligents, marchent beaucoup plus vite, parce qu'il y a moins de paramètres sur lesquels il faut faire référence, donc ça va plus vite. Mais globalement, ils sont quand même un peu moins forts pour faire des tâches très compliquées. Donc c'est des modèles qui marchent très bien dans les cas où on veut faire un truc très précis. En plus, on peut les fine-tuner pour réaliser une tâche très précise sur laquelle on a des exemples. Donc ça c'est des cas d'usage où ça marche très bien. Fine-tuner un modèle pour faire du résumé, par exemple, ça marche très bien avec des outils comme ça. Mais pour des tâches un peu plus complexes comme celle-là, qui consiste à répondre à des questions un peu de toutes sortes, à partir de documents assez variés, là, on a un peu moins confiance. Et après, il y a une catégorie de modèles qui n'est pas nouvelle vraiment, mais qui est un peu à l'entre-deux, qui sont des modèles qui sont à la fois relativement intelligents et qui sont aussi assez optimisés pour être assez rapides à l'inférence. Donc ça, c'est le cas de Mistral Small, qui est en fait un peu un intermédiaire entre le Mistral 7 milliards et le Mistral large. C'est le cas aussi de maintenant GPT 3.5, qui a commencé comme un très gros modèle, mais qui est maintenant un peu la catégorie intermédiaire. Et puis il y a la même chose chez Anthropic. Et puis le Llama, il y a aussi le Llama 13 milliards, voire 70 milliards, qui sont un peu dans ces catégories-là. Et eux, c'est des modèles qui sont un peu plus terrain. Ils sont relativement intelligents pour faire des trucs un peu compliqués, mais ils sont aussi suffisamment efficaces, entre guillemets, pour que ça ne coûte pas trop cher, soit pas trop long de générer des tokens avec. Donc voilà, ça c'est un peu le bestiaire des modèles du moment. Et globalement, si on n'a pas trop le temps de réfléchir et qu'on a un cas d'usage, il faut quand même que ce soit pas trop coûteux et que ça prenne pas trop de temps à faire la génération. C'est quand même un bon choix en général de se tourner vers les modèles du milieu, là, qui sont en règle générale assez intelligents pour faire des tâches complexes, mais qui ne coûtent pas non plus si cher que ça et qui ne sont pas trop longs à générer. Donc nous, on a plutôt choisi de faire ça, et pour décider de manière plus factuelle comment quel modèle on allait utiliser, on a construit un benchmark. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des exemples de cahiers des charges, on a généré plein de questions sur ces cahiers des charges, et ensuite on a évalué à la main est-ce que la réponse qui était apportée à la question par chacun des modèles était bonne et quelle était sa qualité générale. Et quand on plotte ça en fonction de quand on plotte ça avec le temps de réponse, on a un peu cette espèce de courbe de Pareto entre la performance et le temps de réponse.
Et on peut choisir en fonction de ses exigences de performance et de temps de réponse quel est le meilleur modèle. Donc là, nous aujourd'hui, le meilleur modèle pour nous, c'est Mistral Small. C'est celui qu'on utilise. Et ça ne veut pas du tout dire qu'on ne va pas changer à some point, parce que les modèles se changent tout le temps, il y a toujours un nouveau modèle qui sort, qui tout à coup est beaucoup plus performant, etc. Ça ne veut pas non plus dire qu'on ne prendra pas des modèles open source. En tout cas, à ce stade, c'était celui-là le plus efficace pour notre usage, et c'est celui-là qu'on a fait. Voilà. Autre point important, qui est un peu plus un truc classique en machine learning après LLM, c'est qu'est-ce qu'on doit faire avant de donner nos documents au LLM. Donc là, on se rend compte que les LLM, ils ont beau être très intelligents, il ne faut pas exagérer, si on leur donne des données qui sont toutes pourries, ils vont quand même faire des réponses qui ne sont pas terribles. Et donc, nous, on s'en est un peu rendu compte au fur et à mesure. Voilà, des exemples un peu concrets de cas où ça porte préjudice à nos réponses, c'est par exemple, dans les cahiers des charges, il y a souvent des formulaires dans lesquels les mots montants, les mots intervenants, etc. sont mentionnés. Et donc du coup, à la fois le LLM, le retrieval d'abord qui va aller chercher les bons passages, et ensuite le LLM qui va générer, il peut être un peu confusé par ces passages. Et donc ça donne des réponses qui ne sont pas terribles là. On vous dit l'interlocuteur, c'est une ligne que vous devez compléter vous-même. On sent bien que ce n'est pas la bonne réponse. Voilà, donc ça c'est un premier truc où ça marche pas si bien. Il faut faire attention à exclure un certain nombre de ces cas-là. Autre point un peu trivial quand on y pense comme ça, mais qui existe aussi, en fait dans ces documents il y a des sommaires, et les sommaires ils ont la bonne idée de contenir plein de mots-clés qui permettent de savoir ce qu'il y a dans les paragraphes. Et donc les passages qui parlent de délai de réponse, de montant, etc., dans le sommaire, il y a des passages qui ont ces mots-clés-là aussi, et donc qui font que ces extraits remontent aussi dans le retrieval et sont donnés au LLM. Donc parfois aussi, ça a conduit le LLM à utiliser ces passages pour répondre, alors que manifestement, ce n'est pas non plus la bonne réponse de mentionner le sommaire pour dire quel est le délai de réalisation. Voilà, donc ça, un autre exemple de... si vous ne faites pas trop attention à la donnée que vous mettez en entrée, vous allez vous retrouver avec des réponses qui ne sont pas ouf. Et malgré l'intelligence des LLM, ça ne suffit pas. Et puis un problème encore classique, qu'on connaît depuis longtemps, c'est les sujets des tableaux. Vous savez, quand on a un PDF avec des tableaux, quand on transforme ça en texte, c'est pas toujours incroyable. Parfois, on perd un peu la correspondance entre les différentes cellules. Vous avez des tableaux un peu exotiques où il y a des cellules qui sont fusionnées dans certaines colonnes, pas d'autres. Tout ça, c'est des trucs un peu triviaux comme ça, mais en fait, à la fin, dans le texte, c'est pas terrible et du coup, ça peut aussi parasiter la qualité de la réponse. Donc, c'est important de travailler aussi sur ces sujets-là. C'est même un peu la base pour avoir un truc qui fonctionne, c'est d'être certain que ces différents problèmes de données, on les a résolus. Nous, ça nous prend un temps important en fait de juste régler ces problèmes de données qui ne sont pas du tout des problèmes liés au LLM, qui sont plutôt des problèmes de qualité de données en fait. Voilà, donc, autre truc qu'on a appris, c'est de faire bien attention à cette donnée en entrée et ne pas faire tout reposer sur l'intelligence du LLM. Enfin, dernier point que je trouvais intéressant, c'est comment on fait cette phase de vectorisation de la réponse. Donc vous vous rappelez comment ça fonctionne le RAG. On transforme la question en un vecteur. On cherche les bouts du cahier des charges qui semblent répondre à la question posée. C'est ces morceaux-là qu'on extrait de retriever. Et ensuite, on donne ça au LLM et il répond à la question. Le problème, c'est que il y a un peu une question de comment on va faire pour faire matcher cette question au morceau du LLM, du cahier des charges. Ça, c'est pas une question complètement triviale. Donc un peu la méthode naïve, c'est de dire, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est on prend la question, on transforme ça en vecteur, on a tous nos vecteurs du cahier des charges, on fait une distance vectorielle tout simple, donc la similarité cosinus, et puis on prend les morceaux du DCE qui sont le plus proches du cahier des charges, qui sont le plus proches de ce vecteur.
Et ça nous donne un premier résultat. Et ça pose un peu un problème, parce que ce qui se passe, c'est que quand vous posez une question, en fait, vous ne posez pas toujours la question dans les mêmes termes que ceux qui sont employés dans le cahier des charges. Donc là, j'ai pris un exemple, enfin, que je l'ai construit un peu moi-même, mais l'idée est là. Donc, imaginons que vous êtes quelqu'un qui répond à des marchés sur la vente de bacs pour les déchets. Bon, bah, vous avez une question un peu naturelle qui est, dans ce marché, combien de foyers je dois équiper avec des bacs roulants pour collecter les déchets. Et vous posez ça comme ça, combien de foyers sont concernés par ce marché de ramassage d'ordures. Vous avez un premier vecteur. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans les documents, on ne parle pas vraiment de foyer, on ne parle pas vraiment non plus de ramassage d'ordures, et plutôt le vocabulaire qu'on utilise, on dit c'est des levées. Voilà, ça c'est un truc classique dans le ramassage d'ordures, c'est combien de levées on doit faire. Et on ne dit pas ramassage d'ordures, on dit que vous avez des bacs, les bacs roulants, donc ça c'est le terme consacré dans les marchés de ramassage d'ordures. Et voilà, donc vous voyez que là, vous avez votre question, elle contient des mots qui sont tout à fait raisonnables, mais par ailleurs dans votre document, vous avez le document qui répond à cette question-là, et il n'y a aucun mot en commun en fait entre cette partie du document et la question que vous avez posée initialement. Donc la conséquence, c'est pas rocket science, c'est que le vecteur que vous avez construit ici, il ne ressemble pas du tout au vecteur que vous avez qui correspond à cette partie du document. Et donc, quand vous allez chercher les bons passages pour répondre à cette question, vous allez pas le trouver. Donc ça, c'est un problème qu'on appelle l'alignement de domaine. Le domaine qu'on utilise pour poser la question, il est différent du domaine du document. Et donc, il faut trouver une manière d'aligner ces deux domaines. Et donc, on a fait un truc qui n'est pas particulièrement original, mais qui a le mérite de marcher. C'est que plutôt que de prendre la question et de transformer ça en vecteur, on va prendre un certain nombre d'exemples de morceaux de cahier des charges qui répondent à ces questions. C'est eux qu'on va transformer en vecteurs et c'est eux qu'on va utiliser ensuite pour retrouver les morceaux de cahier des charges qui sont similaires et qui répondent à cette question. Donc là, vous voyez, j'ai pris deux exemples de cahiers des charges qui répondent à cette question-là. Ceux-là, on peut les transformer en vecteurs, en faire une moyenne, et ensuite, là, tout de suite, ça marche mieux parce que qu'est-ce qui ressemble plus à un bout de cahier des charges qui parle du sujet des déchets qu'un autre bout de cahier des charges qui parle du déchet. Et donc là, du coup, on se retrouve avec un système qui marche mieux, et on a réussi à réaligner un peu les domaines de retrieval et des documents. Donc ça marche pour nous. On a de la chance parce que on a des questions qui sont pré-enregistrées, on ne laisse pas les utilisateurs poser leurs propres questions. Parce qu'évidemment, si les utilisateurs posaient leurs propres questions, il faudrait en live retrouver des vrais positifs d'extraits de cahier des charges qui répondent en effet à cette question, les utiliser comme vecteurs, et là tout de suite c'est bien plus possible. Et nous, comme on a cette chance d'avoir une grille qui est pré-remplie, pré-calculée, dont les questions sont prédéfinies, on peut bénéficier de ça pour notre étude. Voilà, donc on va un peu passer en revue les différentes questions de design qu'on a eu à se poser quand on a fait notre fonctionnalité. Évidemment, il y en a d'autres que je vous avais montré au début et qui sont aussi intéressantes, mais je trouvais que c'était celles-là les plus représentatives, les plus intéressantes pour ce truc-là. Et un peu en conclusion, je trouve que ça illustre assez bien ce truc de en fait, faire un POC sur les LLM, ça c'est un truc qui a changé qui a changé de manière assez forte ces dernières années, ces derniers mois même. C'est le fait que c'est très facile en fait de faire un POC qui marche très bien avec des LLM, d'avoir un truc très impressionnant, d'avoir une démonstration qui marche très très bien. Et ça c'est hyper cool parce que ça permet de faire de tester plein de fonctionnalités, d'explorer des cas d'usage qui sont tout à fait différents de ce qu'on était capable de faire avant. Donc ça c'est vraiment un bénéfice clair des LLM. Mais ensuite, quand il s'agit de faire ça pour de vrai en production, tout de suite, il y a plein de questions qui sont en fait des questions à la fois liées au LLM, mais pas que, qui sont des questions juste d'architecture logicielle, de design, de machine learning un peu classique qui se posent. Et voilà, il y a pas mal de choses qui sont pas si faciles que ça à régler. Et ça reste des problèmes difficiles d'engineering, des problèmes difficiles d'architecture logicielle, qui ne disparaissent pas grâce au LLM. Donc je trouvais que c'était une bonne illustration. Merci pour votre attention. Pour la partie
question. Vous utilisez quoi? C'est du LangChain, c'est quoi? Donc nous, on n'utilise pas, on a décidé de ne pas utiliser les frameworks un peu préconçus pour les LLM, donc on n'utilise pas LangChain ou Llama Index. On fait tout seul notre découpage en chunk, donc on le fait tout seul on a implémenté un truc pour essayer de trouver les bonnes manières de découper les documents en morceaux. Et ensuite on indexe nos données dans Elasticsearch, donc une base de données vectorielle, c'est un Elasticsearch tout classique. Vous écrivez vous-même vos propres interpréteurs de fichiers en fonction de la typologie de fichiers. Ouais, exactement. Et des blocs, des types de blocs que vous rencontrez dans ces fichiers-là, enfin, typiquement je pense au PDF avec des tableaux dégueulasses dans tous les sens, vous allez vous amuser. Ouais, c'est ça. Donc il y a pas mal d'enjeux en effet qui sont que dans ces documents, dans ces cahiers des charges, il y a plein de documents de toutes sortes. Donc des docs, des docx, des Excel et tout ça. Et donc il faut trouver un peu une manière de digérer tout ça et d'unifier ça dans un même. Enfin, de transformer tout ça en texte, globalement, et en vecteur. Donc ça, c'est en effet une part importante de l'ingénierie qu'on a à faire. Sur la partie normalisation, à l'indexation, vous faites des étapes en fait de normalisation du texte. Typiquement, tu vois, tu nous as donné l'exemple des X mille petits points qu'il y avait au tout départ. J'imagine que vous avez solutionné le truc et que vous avez fait en sorte de dégager les stop words, les successions de points, les successions d'espace ou de underscore ou de patterns de bizarrerie. Ça vous le faites à l'indexation? Ouais, donc on le fait avant la vectorisation. Enfin, il y a certaines étapes qui sont à faire avant la vectorisation. Ouais, bien sûr. Enfin, plus tu peux nettoyer à la source déjà, je le sais. Il y a des trucs qui servent à dégager juste des morceaux de documents parce qu'ils ne sont pas intéressants. Ils n'ont pas de valeur. Les sommaires, tout ça, c'est des trucs qu'on a juste pas envie d'avoir dans notre base de données. Et après, il y a des trucs qui consistent à nettoyer le texte pour, en effet, lui enlever des caractères parasites, le ranger de manière plus, l'écrire de manière plus propre. Donc ça, on fait juste avant l'indexation. Et vous virez aussi les stop words. Non, on vire pas les stop words. C'est les mots qui n'apportent pas de sens à une phrase en gros. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que. Le, la, des. Avant pour la vectorisation, il fallait faire ça parce que le vecteur d'un texte, c'était la moyenne des vecteurs de ces mots. Mais maintenant, c'est plus ça en fait. Le vecteur un vecteur, c'est un vecteur représentatif de la phrase. Donc en fait, virer les stop words, c'est virer de la sémantique, virer de l'info. Et donc pour les modèles de vecteurs qu'on utilise, il faut plutôt garder la phrase telle quelle. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais une question sur le choix des LLM. Le critère de la vitesse semble prépondérant. Vous avez choisi Mistral Small. Par rapport à un GPT-4, quel est le gain de temps? Comment est-ce que vous le mesurez sur la production d'une réponse? Est-ce que c'est en secondes? Est-ce que c'est en minutes? Ouais, donc on a fait une mesure toute simple. Là, on a calculé combien de temps mettait le LLM à répondre. Et donc, en gros, je crois que c'est carrément dans le graphe, on le voit là. Et juste pour rappel, vous utilisez lequel? C'est un Mistral Small, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Small, c'est celui-là. Donc voilà, donc, la différence, c'est en secondes. Hein, donc GPT-4, il met 6 secondes en moyenne pour répondre à nos questions, alors que Mistral Small, il met 3 secondes. Alors justement, dit comme ça paraît pas beaucoup, 3 secondes, mais sachant qu'il y a quand même une différence, j'ai l'impression, qualitative importante dans la finesse d'analyse entre par exemple 3.5 et 4 chez GPT. Il y a une différence quand même très importante. On gagne en vitesse, mais on perd un peu en finesse d'analyse. Comment vous faites votre choix aussi par rapport à ça? Ouais, c'est un arbitrage en fait. Donc, après, ce qu'il faut voir, c'est que donc là, c'est un temps moyen. Nous, en fait, aussi, on a plein de questions à générer. Et donc, un peu la vitesse de génération qu'on considère, c'est un peu la vitesse de la question la plus longue à laquelle il faut répondre. Donc, ça, c'est aussi important. Si GPT-4 met 6 secondes en moyenne, mais en fait met 15 secondes dans le cas de la réponse la plus longue, c'est un problème. Et ensuite, nous, ce dont on se rend compte, c'est quand même que globalement, la différence de qualité, elle ne vaut pas la différence de temps de génération. Mais c'est pour notre cas particulier. Hein. Nous, on fait une tâche qui est en fait relativement simple, au sens où ça consiste à globalement citer un passage d'un PDF qui répond à une question. Donc il n'y a pas vraiment de question avec un raisonnement difficile à faire, en plusieurs étapes et tout. C'est plutôt un truc où il faut, c'est quasiment du retrieval, il faut quasiment juste retrouver le bon passage. Je ne dis pas que c'est trivial, mais en fait, les LLM assez
dans une taille intermédiaire, ils font ça relativement bien, et la différence de performance, on considère qu'elle ne vaut pas le temps de latence que l'utilisateur il va avoir, il va arriver, il va dire ah c'est super chiant, je dois attendre 15 secondes que mon truc soit généré, c'est pénible, il va le faire 2 fois et puis après il va arriver 10 minutes. C'est ça notre... Une question qui va, mais vous le précalculez pas au moment où vous recevez l'appel d'offres, au moment où il est rentré dans le système. Ouais, ça c'est une question de coût. Ouais. Donc comme parce on ne fait pas pour tous. On reçoit 2000 appels d'offres tous les jours, et donc il faudrait identifier ceux qui ont des chances d'être identifiés. Donc c'est un truc qu'on pense faire à terme, et pour l'instant on n'a pas suffisamment de données pour être sûr de faire ça. Je vais répondre à une question derrière. Ouais, merci pour la présentation, c'était super intéressant. Juste une question, là vous avez présenté une approche vraiment centrée sur un ADN pour répondre à ces différentes questions. Je me demandais si pour certaines questions vous avez comparé avec des approches plus classiques. Je pense par exemple aux intervenants ou alors reconnaissance d'identité numérique typiquement dans le document. Et est-ce que le LLM a fait quelque chose etc. Ouais, c'est une très bonne question. Donc, ouais, on a fait ça. Et notamment, donc, on se demandait au départ, en effet, c'est des bons exemples. La question des montants, on sent bien que c'est quasi une regex. C'est quasi, on pourrait presque retrouver le truc avec des regex dans les documents. Donc on a regardé ça. Et il y a un peu 2 facteurs. Donc le premier, c'est que, en fait, quand même pour les modèles un peu spécialisés comme ça, pour faire des entités nommées ou identifier des montants, les performances, elles sont quand même pas encore, c'est pas non plus parfait, même quand on prend des modèles très spécialisés là-dedans. Donc, en fait, l'écart de performance entre le LLM et ces modèles spécialisés n'est pas si élevé que ça. Donc ça, c'est un premier truc, c'est même si on avait choisi d'aller fort dans cette direction en utilisant des modèles spécialisés pour certaines questions, c'est pas sûr qu'on aurait atteint des performances beaucoup plus élevées que ce qu'on a ici. On l'a pas fait, donc on peut pas être certain, peut-être qu'en investissant longtemps, on y serait arrivé, mais on ne sait pas. Et le deuxième truc, c'est quand même qu'on veut, un peu notre philosophie, c'était de dire, il ne faut pas qu'on se spécialise trop dans les questions, et qu'on fasse un pipeline qui est très très spécifique pour chacune des questions, parce qu'on sait qu'à terme, ce qui va se passer, c'est que chaque utilisateur va avoir en fait son pool de questions propres, ses formulations spécifiques, et donc il va ensuite vouloir qu'on lui dise ah non mais moi c'est pas les montants, en fait c'est plutôt un autre truc qui est pas exactement les montants mais qui est presque pareil, et donc là on va se dire ah là mais en fait nous on a entraîné notre truc pour les montants spécifiquement, ça marche plus du tout, il faut recommencer, et on avait envie d'essayer d'être le plus générique possible dans notre approche pour chacune des questions, pour se garder la possibilité de facilement en ajouter, en enlever en fonction de ce que les clients Du coup, dans cette optique-là, je me demandais si vous aviez testé, si c'était quelque chose qui se faisait, à l'indexation, de se dire, quand tu es contrôlé, par exemple, de se dire, dans ce chunk-là, il y a une entité, ça peut être une personne ou bien un montant, un truc comme ça, pour qu'au moment du retrieval, tu puisses plus cibler les gens qui savaient derrière. Yes, donc ça c'est aussi une bonne question. Un des trucs difficiles, c'est donc le retrieval, comme on a bien compris, c'est comment on fait en sorte de remonter les bons extraits. Et donc, en effet, le plus d'informations on donne sur le chunk, le plus on a des chances qui ressortent pour la réponse à la question concernée. Pour l'instant, on ne fait pas trop ça. Et la raison pour ça, c'est qu'en fait, si on devait faire ça, il y a beaucoup de chunks en vérité. Donc, là, j'en ai pas du tout parlé, mais donc, je disais 2000 appels d'offres par jour. Donc un DCE, c'est en moyenne une 50aine de pages, parfois beaucoup plus. Donc ça fait tout de suite beaucoup de texte à traiter, beaucoup de chunks. Et donc si à chaque fois on doit faire un truc d'entité nommée sur chacun des chunks et tout, en fait, peut-être c'est un truc qu'on va faire à terme, mais ça paraît, c'est quand même un peu une artillerie lourde à sortir pour enrichir les chunks. Donc, pour l'instant, on essaye plutôt de ne pas avoir trop de traitements unitaires par chunk, parce que c'est beaucoup de données à prendre. Au niveau du hardware, ça tourne sur quel type de GPU et d'hosting? Ouais, donc nous c'est tout sur AWS, comme ça on s'en occupe pas. Donc nous on a tout hébergé à l'extérieur. Et après, donc en fait, là les modèles que je présente, pas tous, mais en l'occurrence ceux qu'on utilise, oui, c'est on utilise directement les API des fournisseurs. Donc en fait on utilise l'API de Mistral pour appeler Mistral. Peut-être c'est un truc qui changera. Aujourd'hui, là, un peu notre vision, c'est que c'est pas intéressant aujourd'hui d'héberger son propre modèle d'un point de vue coût, parce que en fait, héberger un modèle avec des performances, un modèle comme celui-ci,
avec des performances en termes de temps de réponse qui sont suffisantes. Ça coûte en fait très cher. Il faut une machine très grosse qui tourne tout le temps. Il faut qu'elle supporte la charge, donc ça coûte cher. Et en fait, avant que les coûts d'API rattrapent le coût de hosting en propre, en fait, il faut vraiment faire beaucoup d'appels. Donc, pour l'instant, en fait, notre approche, c'est d'utiliser les API des fournisseurs de LLM pour Dans le projet, il y a également la possibilité, ou dans le futur, d'aller interroger directement les plateformes qui hébergent justement ces appels d'offres-là pour préfiltrer les appels d'offres qui pourraient concerner le secteur d'activité de vos clients. Ouais, donc là, j'en ai pas parlé. Là, c'était pour un appel d'offres en particulier, mais derrière, l'objectif, c'est aussi d'amener les appels d'offres potentiels. Donc, nous, le filtrage est plus rapide. On a un gros enjeu qui est juste. Donc en effet, notre plateforme ne consiste pas juste à avoir un appel d'offres on nous donne un appel d'offres et qu'on décide. Elle consiste aussi à amener les appels d'offres aux utilisateurs. J'en ai pas du tout parlé, mais en fait, on a un gros sujet qui consiste à centraliser tous les appels d'offres sur toutes les plateformes. Et donc, ça, c'est cet écran-là. Donc là, vous êtes un type qui fait de l'éclairage. Vous avez tous les jours tous les appels d'offres qui parlent d'éclairage sur le logiciel. Et c'est ça la première étape. Et du coup, cette première étape-là, elle est faite aussi par aussi des vectorisations de certaines parties pour savoir si ça fait partie du secteur d'activité du client. Donc ça, c'est un sujet assez différent, mais en effet, là, c'est un sujet de moteur de recherche et de recommandation. Et donc, on a à la fois des mots-clés pour identifier les trucs qui répondent aux thèmes du client, et on a aussi de la recommandation vectorielle pour dire, voilà, vous avez des appels d'offres qui vous intéressent, c'est ceux-là, voilà à quoi ils ressemblent, quels sont les autres appels d'offres qui ressemblent un peu à ça, et c'est ceux-là que vous présentez. Ça se limite par mots-clés, quoi. Je sais pas, moi, pour quelqu'un qui fait de la cartographie, en fait, il y a souvent des applications, on peut faire des applications de cartographie, on peut cartographier des processus, c'est super vaste. Mais du coup, je pensais que l'IA générative pouvait aider également pour cibler en fait les... Non, je comprends donc. Les mots-clés, c'est un premier truc, mais on a aussi. Mais c'est pas l'IA générative. L'IA générative, elle est vraiment rien là-dedans. C'est un problème de recommandation classique qui consiste à dire vous avez un ensemble un intérêt, une représentation qui représente vos intérêts, et ensuite, en tout cas, c'est notre approche. On va vous pousser des appels d'offres qui ressemblent à cette représentation de vos intérêts. Et ça, c'est en fait du machine learning tout classique de similarité vectorielle entre les vecteurs, prédiction, recommandation. Et derrière, ça nous recommande. Exactement. Est-ce que vous avez prévu d'essayer ou d'affiner le langage open source sur la base documentaire qui est assez énorme, j'imagine? Ouais, donc là tu parles du fine-tuning, j'imagine. Ouais, donc on a essayé ça. En fait, un peu au tout début, nous, notre philosophie, c'était de dire le fine-tuning c'est vraiment cool. Ce qu'on va faire, c'est on va prendre des modèles open source, on va les fine-tuner sur nos cas d'usage, et ça va être un peu le modèle de base. Et on fera ça pour toutes les applications qu'on va avoir. Et donc, nous, on avait fait quelques tests là-dessus, notamment je parlais des résumés, c'est un test qu'on a fait, on a essayé de comparer ce que ça donnait quand on fine-tunait un modèle type, à l'époque c'était Llama, en fait, sur du résumé, et ça donnait des résultats qui étaient très bons, donc ça marchait très très bien, ça faisait des résumés qui étaient tout à fait, qui étaient quasiment comparables à GPT-4, ça marchait très bien. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, depuis qu'on a fait ça, les coûts des modèles plus gros ont baissé en fait, de manière assez drastique. On ne se rend pas vraiment compte, mais en fait là, le coût de GPT-4, je crois que c'est 5 fois moins qu'il y a quelques années, un an et demi. Et en fait, de manière générale, en fait, les API des fournisseurs de modèles deviennent beaucoup moins chers. Et par ailleurs, hoster un modèle en propre, ça coûte toujours cher. Payer une machine qui est capable de hoster un Llama 13 milliards, ça coûte assez cher, 1 ou 2 $ par heure. Et donc, en fait, les courbes de coûts, elles se sont un peu, elles sont devenues moins compétitives pour les modèles
self-hosting et en self-hosting et pour les modèles fine-tunés. Et donc, en fait, on s'est un peu dit, franchement, voilà, on va pas s'embêter à essayer de faire du self-hosting de modèles fine-tunés quand il y a des modèles en fait, qui sont très intelligents, qui sont aussi intelligents sans fine-tuning et qui coûtent au final pas vraiment plus cher, mais plutôt moins cher dans la majorité des cas. Et donc, on est un peu resté là pour ce cas. Peut-être que ça va changer, parce que peut-être que le self-hosting va changer. Je pense à ça sur la difficulté qu'il y avait à cause du format spécifique des documents, qui nous amène des templates. Parce que comment je vois pas comment arriver à poser une question directement en interrogeant le modèle sans passer par les templates. Sans passer par les templates, je veux dire dans le prompt en fait. Ouais. Sans monter avec des templates, avec des tableaux par exemple. Ouais. L'idée c'est que si tu nettoies de manière un peu plus propre que le texte, il comprend mieux que c'est un tableau. Mais en effet, une autre manière, c'est de dire de l'entraîner à voir que, à répondre sur les tableaux et à être plus efficace pour répondre à des tableaux qui. On pense que c'est quand même plutôt, on a plus d'opportunités il y a plus de gens que ça marche en rendant la donnée plus clean et plus standard. Vous avez fait le benchmark sur le côté quali et délai de traitement. Vous l'avez fait aussi avant de vectoriser les documents, avant de les traiter, pour comparer ce que vous avez gagné en faisant. Donc ces benchmarks-là, donc là j'ai montré juste pour comparer les modèles, et on essaie de les faire quand on change un paramètre globalement. Avant le pré-traitement, et c'est des trucs qu'on teste sur combien d'extraits on met en entrée du modèle pour faire la réponse, parce qu'on pourrait dire on peut passer 5 extraits, on peut en passer 10, on peut en passer 20, et ça les performances elles changent comme ça. Donc donc avant les pré-traitements, on voit que les performances sont moins bonnes, parce qu'il y a un certain nombre de réponses qui sont parasitées par la qualité de la donnée. Et le fait d'avoir fait le pré-traitement, ça a laissé les mêmes gaps entre les modèles, ça n'a rien changé en termes de classement? Ouais, j'avoue que on n'a pas comparé ça. On a pris le truc qu'on avait, on a fixé le modèle, donc celui qu'on avait choisi qui était Mistral-Small, et on a juste regardé le gain de performance juste du pré-traitement. Je ne saurais pas dire si ça a favorisé plutôt un modèle qu'un autre. Super présentation qui montre bien l'application et les difficultés. Deux petites questions. Le premier, c'est quand la question n'est pas tout à fait, quand la réponse n'est pas tout à fait valable, est-ce que le client, votre client, la corrige? Est-ce que ça améliore le modèle lui-même? Et puis une autre question qui n'a rien à voir, c'est j'imagine qu'il y a une troisième phase où votre plateforme répond aux appels d'offres. Là, il y a quand même des sujets de compétitivité, qui sont assez délicats, des informations qui sont d'ailleurs pas publiques, sur des sociétés qui sont publiques. Comment est-ce que vous gérez cet aspect de confidentialité des données avec des grands groupes qui doivent être assez tatillons et terrifiés sur ces aspects-là? Donc je vais d'abord répondre à la deuxième question parce qu'elle est facile, on ne le fait pas. Donc on ne gère pas du tout pour l'instant la réponse. Et justement pour cette raison, on pense que c'est un cas d'usage très difficile, déjà juste techniquement qui est très difficile. Et aussi, tout à coup, ça réclame de récupérer de la donnée confidentielle, stratégique. Et donc, tout à coup, là, il faut rentrer dans des trucs de est-ce que les données sont bien isolées, etc. Donc ça, on a juste décidé pour l'instant de ne pas le faire. Je pense que c'est un truc qu'on fera plus tard, mais pas tout de suite. Et la première question, est-ce qu'on utilise les réponses des utilisateurs, tous les utilisateurs pour améliorer nos performances? Pour l'instant, pas du tout. Donc pour l'instant, on ne fait pas vraiment ça, on prend juste du feedback un peu qualitatif des utilisateurs sur est-ce que les réponses sont bonnes et tout. Mais on n'utilise pas directement leurs inputs. À terme, ce qu'on pense faire, c'est peut-être avoir un moyen de savoir si, quand il a cliqué, si la réponse était bonne, utiliser l'extrait qui avait été remonté pour s'en servir comme un exemple pour améliorer le retrieval. Ça, c'est un truc qui semble être à portée, mais c'est pas un truc qu'on fait aujourd'hui. Moi, j'avais une question aussi. D'abord, merci pour la présentation qui est effectivement
très clair. Et j'ai beaucoup aimé le schéma que tu fais du RAG, surtout quand tu affiches toutes les questions qu'on peut se poser. Toutes les questions que je peux poser en voyant le schéma. Il y en a deux en particulier que tu n'as pas abordé et je reviens au feedback dessus, c'est la partie embeddings et la partie chunk. Donc sur l'embeddings, en fait, est-ce que tu as un retour d'expérience sur un changement de type d'embeddings? Par exemple, OpenAI a sorti ADA 3 il y a pas longtemps. Est-ce que passer d'un à l'autre aurait un intérêt ou est-ce que rester sur l'administratif que du français pour une différence? Et sur l'aspect chunk aussi, c'est en termes de documents, qu'est-ce que vous avez choisi? Et est-ce que vous avez testé par exemple le chunk sémantique? Oui, ça devient trop complexe et finalement. Ouais, donc sur les embeddings, on a fait des tests, on a comparé donc Mistral, l'ancien OpenAI, le nouveau OpenAI. Et là, on voit sur le benchmark dont on parlait tout à l'heure. Et là, on voit des différences assez nettes en fait. Et c'est assez clair que OpenAI est meilleur, les embeddings d'OpenAI sont meilleurs pour notre calcul. Donc on avait. Enfin, en tout cas, les nouveaux sont meilleurs que les autres. Avant, il y avait un peu. L'ancien OpenAI et Mistral étaient à peu près équivalents. Et aujourd'hui, notre feedback, c'est plutôt que le OpenAI est significativement mieux. En plus, en termes de coût, il est devenu encore plus compétitif. Du coup, la question se pose plus trop. Et après, donc, sur les chunks, il y a beaucoup à dire, c'est un sujet tout en soi. Quoi. Bon, il y a déjà la taille des chunks, ça c'est un truc déjà qui est déjà une question assez difficile parce qu'en fonction des questions, on peut avoir besoin d'avoir des extraits qui sont plus ou moins grands. Tout ça. Nous, on a un peu décidé de ne pas choisir, on a pris une taille un peu intermédiaire, donc c'est 512 caractères, quelque chose comme ça. Parce que ça nous semble être le meilleur compromis pour la question. Et ce qu'on fait, c'est que en fait, au moment où on passe le chunk qui est censé répondre à la question au LLM, en fait, on ne lui passe pas que celui-là, on lui passe aussi celui d'avant et celui d'après pour avoir un peu plus de contexte. Et puis, comme ça ne coûte pas trop cher, de passer un peu plus de contexte, ça va. Ça, c'est un premier truc. Et ensuite, sur le découpage lui-même, donc, on essaye de faire un truc relativement smart pour tenir compte du fait que pas couper au milieu des paragraphes sur un truc. Mais on ne fait pas les découpages sémantiques. Et là, en ce moment même, on est en train de faire des tests sur le découpage sémantique. Et quand même, ça a l'air globalement compliqué et pas si facile que ça de faire comprendre. Donc ouais, c'est pas sûr que ça finisse en production, ça, parce que c'est un truc globalement compliqué avec beaucoup de bruit, qui n'est pas si évident. Le gain n'est pas si évident que ça à ce stade. Ça, je pense. Dernière. C'est une remarque, parce que c'est une question. Est-ce que c'est pas un peu, je trouve ça très intéressant et en fait c'est vraiment bien de voir quel challenge que vous avez. Est-ce que c'est pas un peu du solutionnisme technologique de se dire que on va synthétiser 500 mégas de documents en 20 questions et se dire on va faire une IA pour traiter tout ça plutôt que se dire on va juste demander au marché public de faire juste les 20 questions. Ouais, donc c'est un bon point, mais donc après ce qu'il faut voir là, moi je sais pas trop dire quel est l'optimum de l'efficacité publique en termes de rédaction, mais donc là ce qu'il faut bien voir c'est que les 20 questions, c'est pas la fin du process. Ouais. Le reste du LLM, le reste du cahier des charges, il est utile ensuite pour définir ce que vous allez mettre dans votre marché, à quoi vous allez répondre. Donc, un certain nombre de critères qui permettent de décider si oui ou non on se lance. Quoi. Et ensuite, il y a tout un tas d'informations supplémentaires dans le cahier des charges qui définissent concrètement, je sais pas quoi, quelle va être la taille des bennes que vous allez proposer, qu'elles auront un gros couvercle, un petit couvercle, est-ce que ça roulera vite ou pas vite. Donc il y a plein d'autres informations qui ne sont pas des informations qui servent à la décision de je vais répondre ou je ne vais pas répondre, et qui sont en fait des informations qui servent à décider ce qu'on va proposer. Quoi. Donc voilà, peut-être sans doute il y a de l'efficacité aussi là-dedans, mais en tout cas là c'est pas ça. Peut-être qu'à terme, les collectivités vont utiliser des LLM pour développer leurs appels d'offres. Et les gens qui vont répondre, ils vont utiliser des LLM pour recompresser. C'est une sorte de modèle en fait.
se parleront entre eux. On pourra poursuivre les échanges du coup autour d'un apéro qui j'espère aura lieu dehors, c'est le cours en ce moment. On va applaudir à nouveau.